Alors ça nous amène évidemment au lien entre Israël et son tronc, ses racines, on peut les nommer, à savoir évidemment l'ensemble du peuple juif, donc la diaspora. Les rapports entre Israël et la diaspora, là je me tourne maintenant escalité vers Yigal Palmore, puisqu'évidemment ces relations n'ont plus de secret pour vous, que c'était au ministère des Affaires étrangères ou aujourd'hui à l'Agence juive. Vous êtes effectivement là un point stratégique de ces relations qui sont évidemment loin d'être simples, à la fois en termes de responsabilité, je ne sais pas si on peut parler de rapport de force. Est-ce qu'il y a un rapport de supériorité? Est-ce qu'il y a une implication, une responsabilité? Où se placent les limites? Comment est-ce qu'on réfléchit à ça comme diplomate? Ou effectivement, comment y réfléchit l'Agence juive? Oui, il y a un rapport de force, bien sûr, et c'est un rapport asymétrique. Il est asymétrique dans le sens où Israël demande aux Juifs de diaspora de soutenir Israël, de donner de l'argent, de venir faire des visites et des bar mitzvahs et des mariages en Israël. Mais aucune diaspora ne demande à l'État d'Israël de donner de l'argent à la communauté de tel ou tel pays, de le soutenir face aux autorités de ce pays ou face à quoi que ce soit. Et évidemment, personne ne propose un voyage de découverte pour des jeunes Israéliens en diaspora. Le Birthright, dont j'ai oublié le nom français. C'est pas en français. Taglit, oui, c'est ça. Le nom français, c'est Taglit. Exactement. Taglit ne se fait que dans un seul sens, de la diaspora vers Israël. Personne ne fait un Taglit pour les jeunes Israéliens pour leur permettre de découvrir les communautés juives de France, de Belgique ou des États-Unis. Non, il n'y a pas de voyage organisé pour des jeunes Israéliens. Il y a évidemment des missions, des échanges, bien sûr, avec telle communauté ou telle fédération. Bien sûr, il y a des émissaires de l'agence juive ou des mouvements de jeunesse qui vont à l'étranger travailler auprès des communautés, mais il n'y a pas de taglit, il n'y a pas de concept de faire découvrir la diaspora aux jeunes Israéliens. Pourquoi? Parce que le concept sioniste de base, c'est de dire, je vais simplifier, mais c'est le concept sioniste que nous connaissons tous, la diaspora c'est mauvais, et nul salut en dehors d'Israël pour les Juifs. Israël, c'est la réalisation pleine et entière du juif, alors qu'en diaspora, on est à moitié juif, dans sa condition juive, je veux dire, pas individuellement, mais on ne peut pas vivre un judaïsme plein. On est toujours en retard. Il y a toujours quelque chose à rattraper. Et ce quelque chose ne peut être rattrapé que si on s'installe en Israël. Quand on s'installe en Israël, on devient un juif israélien, et à ce moment-là, on est épanoui dans son judaïsme, on a réalisé le rêve multiséculaire de nos ancêtres. Donc la relation est au départ asymétrique, et elle est une relation de condescendance, par définition, une condescendance dont il faut bien s'en sortir si on veut vraiment établir un dialogue. Parce qu'un dialogue ne peut se faire, un vrai dialogue ne peut se faire qu'entre égaux. Et tant que les juifs israéliens regarderont les juifs de diaspora comme ayant quelque chose à prouver, comme étant un peu inférieurs dans leurs conditions juives, dont on leur demande des choses, n'est-ce pas, un soutien, un lobby, de l'argent, des voyages, mais on ne leur promet rien en retour, sauf l'abri en Israël en cas de catastrophe. Eh bien, tant que ça sera la relation, acceptée par les deux côtés d'ailleurs, eh bien, il n'y aura pas un véritable dialogue. Et dans toutes les tentatives d'établir un vrai dialogue, on entend toujours des jeunes étudiants qui viennent ici dans le cadre de l'organisation des étudiants juifs mondiales, par exemple, ou des missions des fédérations juives d'Amérique du Nord, disant pourquoi les Israéliens ne nous écoutent pas? Eh bien, les Israéliens, non, ils n'écoutent pas. Surtout les Israéliens sabrins n'ont aucune envie d'écouter ce que pourrait dire un juif de diaspora. Si vous connaissez bien l'hébreu, si vous maîtrisez bien l'hébreu, vous connaissez le mot galouti. C'est un mot péjoratif. Il vient du mot galout, diaspora, exil.
Et le terme galouti est un terme péjoratif que l'on utilise pour dire de quelqu'un qui pense de façon servile ou asservie, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi, galouti? C'est quelqu'un qui n'a pas la tête haute, c'est quelqu'un qui a le dos courbé devant autrui. Et tant que ce terme restera un terme vivant dans le langage israélien, il n'y aura pas de relation d'égal à égal entre juifs israéliens et juifs de diaspora, malgré la bonne volonté de tous ceux manifestés. J'ajouterai à cela qu'il y a un abîme qui est en train de se créer entre les juifs d'Amérique du Nord et les juifs israéliens par rapport à la relation à la religion. La religion en Israël est de plus en plus encadrée par une institution étatique qui est le rabbinat. Un rabbinat dont nous n'allons pas maintenant commencer à analyser les défauts, mais que nous connaissons tous très bien, et un judaïsme américain qui est beaucoup plus pluriel et pluraliste, qui ne comprend pas pourquoi on ne lui fait pas de la place en Israël, pourquoi Israël est le seul pays au monde qui ne permet pas aux Juifs de choisir leur dénomination, de choisir leur synagogue, de se marier comme ils l'entendent. Ça, c'est une grande question. Quand on parle de relations entre Israël et la diaspora, il faut comprendre qu'en Israël, on ne reconnaît pas les conversions de rabbins de diaspora, qu'ils soient orthodoxes ou ultra-orthodoxes. Sachez bien qu'il ne s'agit pas pour le rabbinat de disqualifier d'office les conversions des conservateurs assortis ou des réformés. Non, des libéraux. Non, il y a des rabbins ultra-orthodoxes, très connus en diaspora, qui convertissent et dont les conversions sont bien entendu très respectées et reconnues dans leur communauté de diaspora et qui sont disqualifiés par le rabbinat israélien. Je vais vous expliquer ça plus tard si vous le voulez, parce que ça semble étonner quelques-uns. Et oui, et oui. Et puis pour les mariages, oui, bien sûr, les mariages par des rabbins qui ne seraient pas orthodoxes ne sont pas reconnus par le rabbinat israélien. Mieux, un rabbin orthodoxe israélien appartenant à la mouvance Tzohar, par exemple, peut officier dans un mariage, ça ne sera pas reconnu par le rabbinat. Donc ce n'est même pas ce n'est même pas le désaccord entre mouvements orthodoxes, massortis et libéral. Ça va bien au-delà et ça crée d'énormes obstacles à la cohésion entre la diaspora et Israël. Alors, à propos justement des rapports entre diaspora et Israël, je voudrais qu'on s'arrête avec vous, Meir Masri, sur un segment spécifique, celui des Juifs dans les pays arabes et musulmans. Alors, il y a eu évidemment leur départ, expulsion en masse au début des années 50 et 60, et ce qu'il reste aujourd'hui de ces communautés, quand il en reste, et leur marge de liberté par rapport à Israël dans leur affirmation identitaire juive. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Alors, je ne vous cache pas que le nombre de juifs a beaucoup diminué dans les pays à majorité musulmane, plus globalement, et dans les pays arabes en particulier. Néanmoins, ces dernières années, on retrouve un phénomène nouveau pour le Moyen-Orient, à savoir le maranisme moyen-oriental, avec des personnes d'origine juive, qui sont même souvent juifs selon la halakha. Je pense notamment à un chanteur égyptien, dont la mère est juive, une juive convertie à l'islam, et communiste, mariée avec un communiste égyptien, qui a revendiqué ouvertement son identité juive sur une chaîne télévisée. Ça a d'ailleurs été relayé par le site de l'Institut Memri, qui fait d'ailleurs un travail remarquable de traduction de sources arabophones et personophones. Je pense également à la présidente de la communauté juive d'Égypte, mais aussi à des personnalités libanaises et autres au Moyen-Orient, y compris donc au Liban, sous la pression du Hezbollah, avec la situation géopolitique que nous connaissons dans ce pays. Et tout ça pour vous dire que c'est un phénomène nouveau
dans ce Moyen-Orient qui se recherche, où l'identité musulmane est en pleine érosion et ouvre la voie à un retour aux identités qui étaient présentes avant. Donc d'un côté, il y a l'islamisme qui s'affaiblit beaucoup au niveau officiel, au niveau étatique. De plus en plus aujourd'hui d'États se disent laïcs ouvertement, et des efforts sont faits dans ce sens-là. Et puis, en parallèle, aussi le panarabisme vit une véritable crise avec l'effondrement du régime de Saddam Hussein en 2003 et l'affaiblissement remarquable du régime de Bachar el-Assad aujourd'hui. Et donc il y a cette volonté de rechercher des identités anciennes qui soit font partie de l'identité nationale globale ou qui sont séparées. Je pense aussi à l'Irak. En Irak, par exemple, les Juifs, c'est l'un des rares pays arabes où les Juifs étaient considérés non pas comme une religion, mais comme un groupe national. Ça va tout à fait dans le sens du sionisme, puisque les Juifs en Irak étaient considérés sur le même plan que les Kurdes, les Turkmènes et les Assyriens, à savoir un groupe ethnico-national. Et on voit aujourd'hui vraiment un progrès incroyable qui est des personnes qui sont interviewées sur des chaînes publiques pour représenter des communautés juives. Je pense à Magda Haroun en Égypte, par exemple, je devais la connaître, M. Mosseri. Et tout cela, malheureusement, coïncide avec une diminution numérique du nombre de juifs dans ces pays. Et puis enfin, dernier point, permettez-moi de vous dire qu'Israël joue un rôle. Israël joue un rôle, Israël encourage ces communautés à s'exprimer, à jouer un rôle. Je pense notamment au ministère des Affaires étrangères qui a ouvert dernièrement des pages sur les réseaux sociaux en langue arabe, sur Facebook, sur Twitter, et non seulement en langue arabe, mais aussi il y a une page par exemple qui a été créée en dialectal irakien il y a 2 ans, parce qu'on a constaté que le tiers des internautes actifs sur les réseaux sociaux du ministère des Affaires étrangères en arabe provenaient d'Irak, et ce n'étaient pas des Kurdes. Et donc on a considéré qu'il y avait un rôle à accorder à la section, à cette partie-là du Moyen-Orient. Des projets de loi aussi, même si certains parmi eux ont été avortés, mais il y a quand même des projets de loi qui ont été adoptés, qui n'ont pas retrouvé des majorités, que ce soit dans le Parlement égyptien ou dans le Parlement irakien. On dit souvent que l'Irak est à la solde des Iraniens, et bien on voit qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits pour que les Juifs d'Irak soient indemnisés, pour que les Juifs d'Égypte soient indemnisés, et pour que la nationalité de ceux qui ont dû quitter l'Égypte après la crise de Suez en 1956 ou l'Irak à la suite des pogroms du Faroud puissent retrouver leurs anciennes citoyennetés et au moins être indemnisés financièrement. Donc, parallèlement à cette diminution numérique du nombre de Juifs du Moyen-Orient, on voit quand même que des progrès peuvent être observés aujourd'hui. Et cela, bien sûr, doit être encouragé. Alors, je vais vous inviter à passer le micro à votre voisin, Raphaël Jérusalemi. Alors, sur la suite des propos de Meir Masri, si vous avez à ajouter ou à réagir. Et puis plus précisément aussi, j'aimerais vous entendre sur l'antisémitisme et le rôle qu'Israël a à jouer, s'il en a un, en tant qu'État souverain, puisque là, ça revient effectivement à intervenir sur ce qui se passe dans les pays étrangers. Comment est-ce que vous voyez la façon de procéder? Je rappelle d'ailleurs, je le disais en introduction, que vous êtes l'auteur d'un essai qui est d'ailleurs disponible, libre de droit, je crois, sur Internet, qui s'appelle le Manuel bleu. On pourra vous donner... C'est pas encore sur Internet, pas encore, mais bientôt. Il va sortir, je vais en parler brièvement en fait. D'accord, ok. Alors les deux choses sont liées, donc ce que vient de dire Meir Masri, en parlant des Juifs des pays arabes et la suite du débat. Alors, pour moi, je pense toujours à l'ambiguïté du rapport aux Juifs. Alors, que ce soit d'ailleurs dans les pays arabes, où c'est probablement le plus flagrant, mais en général dans les pays non juifs, donc en Europe, il y a toujours une ambiguïté entre le respect, un certain respect des Juifs et leur oppression.
C'est-à-dire, par exemple, en Espagne, comme au Maroc, comme dans beaucoup de pays, le juif pouvait être le médecin de la cour, il pouvait être le ministre des Finances, mais dans le même temps, il était obligé de porter la roulette jaune ou l'étoile jaune ou le chapeau, le bonnet d'âne. Hein. Donc il y a toujours eu cette ambiguïté qui est flagrante, plus, donc je répète, dans les pays arabes, une ambiguïté qui demeure aujourd'hui justement dans la différence qu'on fait, comme pour nous dissocier, et c'est là qu'on va revenir à pourquoi nous devons ne pas nous dissocier la diaspora Israël, dissocier effectivement les juifs de diaspora d'Israël. Et souvent, c'est même inconscient, c'est-à-dire vous allez moi ça m'est arrivé plusieurs fois de me balader à l'étranger, surtout en France, et donc de dire que j'étais israélien, que je venais d'Israël, de Tel Aviv. Vous serez surpris de voir que beaucoup de fois, les gens ne font pas le switch immédiatement, le rapport immédiatement juif. Vous venez d'Israël, vous êtes un Israélien, alors si vous êtes engagé politiquement, ils font le rapport tout de suite, parce que c'est colons juifs, soldats juifs, tout d'un coup, tous les Israéliens sont juifs. Mais en vérité, le Français moyen dans la rue ne va pas tout de suite voir en Israélien le juif. Il y a les juifs qu'il connaît dans son quartier, qui vont à l'hypercacher, hein, ceux-là il les connaît, et l'Israélien, il est effectivement différent. Dans son attitude, de la façon même des fois dont il s'habille, ça suffit. Et souvent, donc, il y a cette dissociation-là, qui peut être jouée à notre avantage ou à des désavantages d'ailleurs. Alors, lorsqu'on parle de ce rapport ambigu, il est aussi dans notre sens. Le juif, lui, comment se conduit-il véritablement par rapport à la culture ou au pays dans lequel il vit? Eh bien, on a le même rapport. Et là, je pense, quand on parle des exemples des Meir Masri, moi je pense aux Juifs d'Afrique du Nord, effectivement, qui, chassés, vont ne pas aller en Israël, qui ouvrent les bras à ce moment-là, évidemment, à l'aliyah, par exemple, des Juifs marocains, et il y a certains Juifs marocains qui vont dire, non, moi je vais à Paris, et je veux ouvrir un business à Paris. Aujourd'hui, ces mêmes Juifs marocains qui, à l'époque, n'ont pas choisi Israël, parce qu'il y a un antisémitisme virulent en France, viennent s'installer en Israël tout d'un coup. Alors est-ce qu'on va leur faire le coup de la cigale et de la fourmi et bien danser maintenant? Sûrement pas. Nous sommes bien d'accord que, on vous l'avait dit, on ne va pas leur faire le coup non plus. Donc on les accueille. Mais aujourd'hui en Israël, vous avez pas mal de juifs d'origine marocaine, pas très peu, mais il y en a quand même qui retournent aujourd'hui à habiter au Maroc. Donc ambiguïté, là aussi, donc l'ambiguïté elle est dans les deux sens. C'est vrai que les non-juifs ont un rapport bizarre. Les pays arabes dont Meir Masri a parlé, bien avant qu'il y ait les rapprochements qu'il y a maintenant, bien avant les accords de paix avec la Jordanie par exemple, les éminences jordaniennes n'avaient aucun problème de se faire soigner par des médecins israéliens, c'était juste en secret. Il y a eu des gens de la famille du roi Hussein qui se sont fait soigner par des médecins israéliens à Londres. Il y a eu des médicaments qui étaient des médicaments qu'Israël venait d'inventer, on a enlevé les étiquettes, mais c'est arrivé au Koweït et chez les Saoudiens, juste il n'y avait pas écrit Made in Israël dessus, et c'est tout. Donc cette ambiguïté-là, elle subsiste. Alors, maintenant, pour ce qu'a dit Gal Palmore par rapport, qui est absolument exact, c'est cette situation aussi ambiguë, et je dirais même désagréable du rapport entre Israël et la diaspora, qui n'est pas clair, qui n'est pas franc, sauf dans certains cas. Hein, il y a des juifs de diaspora, ils sont très très fiers d'être pro-israéliens, ils n'ont aucun souci avec ça. Il y a des juifs de France, on peut les accuser de double allégeance, de tout ce qu'on veut, ça ne leur pose aucun problème. Mais nous avons l'exemple aujourd'hui le plus marquant du démocrate, c'est parce qu'il y a caricatural, hein, juif démocrate américain à la Sanders, pour qui Israël pose problème, ça lui pose problème à lui, ça déteint sur lui cet Israël qu'il en fait déteste. Il est lui anti-israélien encore plus que les Américains non-juifs à qui il s'adresse. Donc il y a ce rapport très gênant. Une chose est certaine, par rapport à Israël, nous avons quand même un petit peu notre conscience pour nous, car nous avons le soldat israélien. Il y a un soldat israélien, il n'y en a qu'un, de 18 ans à 20 ans, qui défend tout le peuple juif, quoi que le peuple juif pense, dise, Sanders aussi, monsieur Sanders, c'est lui qui les défend, c'est lui qui, sur sa colline à la frontière libanaise ou à la frontière de Gaza tous les vendredis, défend tout le peuple juif, tous les Marocains qui sont allés à Paris, à Toronto ou à Jérusalem, peu importe,
C'est lui, et donc là, effectivement, c'est avec raison qu'Israël est décomplexé par rapport au peuple juif. Ceci étant dit, Israël a une responsabilité évidente par rapport à la diaspora, par rapport à chaque juif de diaspora, même les méchants, même les pas bien, c'est le peuple. Quand on les emmenait dans les trains, dans les camps de concentration, on n'a pas vérifié non plus qui était juif communiste, qui était juif fasciste, c'était des juifs. C'est notre peuple, on en a suffisamment aussi agaçant en Israël même, donc voilà. Mais c'est d'autant plus notre responsabilité aujourd'hui que, plus ou moins, aujourd'hui, il y a un rapprochement des causes en diaspora et Israël, car les ennemis sont les mêmes. Alors, tout d'un coup, en diaspora, ils avaient un ennemi qui était que le nôtre. Hein. Nous, on avait les Arabes, les islamistes. C'était l'ennemi, c'était le conflit israélo-arabe. Aujourd'hui, les Arabes, les islamistes, eh bien, ils sont arrivés à Paris, tiens, et à Nice, et à Toulouse. Donc là, tout d'un coup, communauté de destin. De même, dans l'autre sens, tout ce qui est antisionisme, tout ce qui est antisionisme bien pensant dans ces pays européens, c'est évidemment des ennemis d'Israël extrêmement importants, inclus BDS, etc. Là où il y a maintenant une analyse à faire, c'est le renouveau de l'antisémitisme beaucoup plus classique, donc de droite, catholique, dirons-nous, qui lui est beaucoup plus, dirons-nous, ciblé européen. À quel point cet antisémitisme-là est important pour Israël, par rapport à Israël, puisqu'on remarque que dans certains mouvements populistes aujourd'hui d'extrême droite, il y a un soutien à Israël, on est prêt à ouvrir des ambassades à Jérusalem. On va y revenir d'ailleurs. C'est un petit peu gênant pour nous, mais bon, que peut-on faire? Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a cette responsabilité-là, et dans ce manuel bleu, donc, il va sortir... c'est très simple, c'est un truc très très simple qui s'appelle le manuel bleu contre l'antisémitisme et la désinformation, où c'est pour tout le monde. Hein. Je dirais, c'est comment se défendre pour les nuls. J'ai assisté à beaucoup de colloques de ce type-là, où j'ai entendu des pointures, des Tarnero, des Targuieff, des Ben Soussan, et c'est très intéressant. Et je me suis toujours posé la question, bon, bien, on sort du colloque et on fait quoi? Dans la rue, quand on se fait agresser, où on ouvre Libération et on voit une saloperie dans Libération. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on répond et comment on répond? Comment fais-je pour contacter les médias, pour réagir? Et sur base de quoi? Et c'est là, en rédigeant cela, en fait, c'était une étude que j'avais fait pour le Congrès juif mondial, en rédigeant le plus simplement possible, je vois à quel point le combat Israël-diaspora est de plus en plus le même. Et puisque de toute façon, c'est notre ennemi qui joue justement sur ça. Où on nous dissocie, on aime bien les juifs, mais bon, les Israéliens ils sont imbuvables, ou alors on veut nous supprimer le caractère juif de l'État d'Israël, et donc tous ces points-là, lorsqu'on doit se défendre, eh bien aujourd'hui, donc le juif de diaspora et l'Israélien vont plus ou moins avoir le même langage par rapport à cet ennemi général, alors qu'ils sont très différents. Le juif de diaspora est différent du juif israélien, mais pas dans ce combat-là, qui est un combat d'antisémitisme pur et simple, qui essaie de se déguiser toutes les formes qu'on veut, mais comme c'est le même antisémitisme à la base, il n'y a quand même qu'une seule réponse, c'est la vérité. Et croyez-moi que dans ce manuel-là, l'arme principale, je termine là, l'arme principale, c'est qu'il n'y a rien de politique, de théorique, tout a été vérifié, contre-vérifié. Il y a eu un moment donné où j'ai même pas mis des choses dans lesquelles il pouvait y avoir le moindre doute, et donc notre meilleure arme, c'est la vérité. Quand on parle du problème de Jérusalem, Jérusalem unifié, pas unifié, divisible, indivisible, etc., il suffit de dire la vérité pour comprendre que Jérusalem est la capitale, une indivisible du peuple juif. Malheureusement, ça gêne les gens et on croit que c'est du politique. On dit, ah mais c'est politique. On a hésité, donc les macronistes au ministère de l'Éducation nationale se tâtent, ils ont ce texte-là entre les mains, se tâtent parce qu'évidemment, dans ce qui est écrit sur Jérusalem, vous jugerez par vous-même, quand ça sortira, quand ça sera sur Internet, tout ce qui est dit, tout simplement véridique. Il n'y a rien de politique, mais malheureusement, ça sonne politique. Voilà. Comme toujours, malheureusement, quand on aborde le sujet d'Israël, mais c'est effectivement important. Ça sort septembre-octobre en livre, et donc pour pas, disons, gêner l'éditeur, il y aura la version Internet plus tard, mais l'éditeur, je précise tout de suite, parce que le Blébric est au courant ici, l'éditeur n'a pas d'exclusivité
je me réserve le droit, je l'ai déjà fait dans 2 des événements en France, le droit de permettre à des institutions juives de reproduire mécaniquement, même en photocopie, pour leur communauté, pour un événement, pour une soirée, c'est sans droit d'auteur, c'est sans argent. Moi, je ne demande aucune rémunération pour rien du tout. Et donc, par exemple, la dernière soirée, c'était une soirée pour Tzahal à Paris, où il y avait 400 personnes. Eh bien, les organisateurs ont mis leur logo sur le texte, ils ont photocopié ça, ils l'ont distribué aux invités de la soirée. Donc, il n'y a pas d'exclusivité. Donc, toute organisation juive, ça inclut le Bnei Brit ici, en demandant gentiment, eh bien, peuvent le reproduire gratos pour leur lecture. Donc il ne nous sera pas reproché de ne faire que de la théorie. Cela dit, j'aimerais bien qu'on revienne aussi à nos fondamentaux, mais de toute façon tout est lié. Et je reviens vers vous, Pierre Lursa, à propos justement de ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir le rôle d'Israël par rapport à l'histoire de la Shoah, c'est-à-dire où l'État d'Israël se positionne-t-il par rapport à un événement cataclysmique qui s'est produit avant sa création politique légale, et aussi évidemment la question des réparations, des indemnisations. Oui, effectivement, je pense que c'est une question très importante qui illustre précisément ce dilemme de la politique étrangère d'Israël. Et pour vous rappeler brièvement le contexte, lorsque Ben Gurion a fait voter les accords de réparation en 1951, l'opposition très virulente était menée à l'époque par Menachem Begin. Et d'ailleurs, le Parlement israélien, qui se trouvait pas loin d'ici à l'époque de King George, a été littéralement encerclé et pris d'assaut par les manifestants conduits par Menachem Begin, avec une violence politique dont on n'a pas vu beaucoup d'exemples depuis lors, un des événements sans doute les plus violents dans l'histoire politique d'Israël. Et ce qui est intéressant avec le recul de l'histoire, c'est qu'à l'époque, je dirais que la raison d'État, évidemment, c'était Ben Gurion qui l'incarnait, et Menachem Begin lui parlait au nom de la morale, au nom du souvenir du sang des victimes de la Shoah, qui était encore évidemment qui n'avait pas encore séché, pour reprendre l'expression qu'il avait employée à l'époque. Et avec le recul de l'histoire, on ne peut pas s'empêcher de dire que finalement c'est Ben Gurion qui avait raison, quelque part, de signer les accords de réparation, parce que vous connaissez cet adage chassidique qui dit les besoins matériels de ton proche, ce sont des besoins spirituels. Lorsque les Israéliens n'avaient pas de quoi manger, la priorité c'était de leur donner à manger. Et même si pour cela il fallait accepter l'argent des Allemands, qui peut-être était peut-être impur aux yeux de Begin, mais je crois que Ben Gurion a eu raison. Mais malgré tout, eh bien, je dirais que l'impératif du souvenir de la Shoah, qui a été brandi par Menachem Begin à l'époque, chef de l'opposition, eh bien, il a continué d'animer la politique étrangère d'Israël lorsque Menachem Begin est arrivé au pouvoir, bien plus tard en 1977, et c'est devenu quelque part, je dirais, un des piliers de la politique étrangère de tous les gouvernements de la droite israélienne. Et je mentionnerai juste quelques étapes charnières. Lorsque Menachem Begin a fait bombarder la centrale de Zirak, vous vous en rappelez, qui avait été livrée à l'Irak de Saddam Hussein par Jacques Chirac, par la France de Jacques Chirac, eh bien, Menachem Begin avait fait son fameux discours Never Again, et c'était donc aussi au nom du souvenir de la Shoah qu'Israël s'était arrogé le droit, ou même le devoir de bombarder la centrale atomique irakienne. Et c'est le même, je dirais, impératif catégorique du Never Again qui aujourd'hui anime la politique étrangère de Benjamin Netanyahou vis-à-vis de l'Iran. Et d'ailleurs, j'en donne un exemple dans mon dernier livre. Je dirais, j'en donne une preuve même qui remonte quelque part à l'histoire de la famille Netanyahou, qui est intéressante pour comprendre, je dirais, pourquoi cette obsession iranienne de Netanyahou, que parfois d'ailleurs on lui reproche, comme si c'était un danger virtuel qu'il avait lui-même inventé ou sorti de ses proportions. Eh bien, vous savez que le père de Netanyahou était un historien fameux, qui était spécialiste du judaïsme espagnol, Benzion Netanyahou, et il avait consacré sa thèse de doctorat aux États-Unis, et il a fait toute sa carrière aux États-Unis, et il avait consacré sa thèse à Don Yitzhak Abravanel, qui était pour lui le modèle du dirigeant juif. Et là, à mon sens, on est vraiment dans le cœur de notre sujet, parce que Don Yitzhak Abravanel, c'était déjà une politique étrangère juive à l'époque où on était encore un peuple en diaspora. Eh bien, aux yeux de Benzion Netanyahou, c'était le modèle qu'il fallait suivre, et il avait vanté
la sagacité, la lucidité politique de Yitzhak Abravanel à l'époque de l'expulsion des Juifs d'Espagne, qu'il avait opposé au caractère pusillanime des Juifs américains pendant la Shoah. La famille Netanyahu se trouvait aux États-Unis pendant la Shoah, et donc aux yeux de Benzion Netanyahu, les dirigeants juifs américains qui n'avaient pas réussi qui n'avaient même pas tenté de faire changer d'avis Roosevelt pour qu'il intervienne pour faire cesser la Shoah, eh bien c'était, à ses yeux, c'était l'anti-modèle de ce que devait être un dirigeant juif. Et vous savez d'ailleurs, c'est aussi quelque chose dont je parle dans mon dernier livre, c'est que à cette époque, alors que le judaïsme américain, dans son immense majorité, était totalement passif face à ce qui se passait en Europe, face à la destruction des Juifs d'Europe, eh bien, il y avait un petit groupe de militants juifs très déterminés qui s'appelait les Bergson Boys, qui était conduit par un certain Bergson, c'était son pseudonyme, en fait, c'était le neveu du Rav Kook, qui avait pris justement un nom d'emprunt pour ne pas gêner quelque part le Rav Kook, qui était grand rabbin de la Palestine mandataire. Et les Bergson Boys avaient mené des actions très très audacieuses pour secouer l'opinion publique américaine. Notamment, ils avaient organisé une pièce qui s'appelait We Will Never Die, qui avait été écrite par Ben Hecht, le fameux scénariste de Hollywood. Et dans cette pièce, donc, qui appelait quelque part à agir contre le nazisme, eh bien, elle avait été jouée en public sur Madison Square et devant des milliers de personnes, et la majorité des membres du Congrès américain avaient assisté à cette représentation théâtrale. Et il y avait une autre action très marquante qui avait été organisée par ce groupe de militants sionistes révisionnistes, qui était la marche des rabbins, plusieurs centaines de rabbins qui avaient marché vers le Capitole. Donc plusieurs actions du même acabit qui visaient à secouer l'opinion publique américaine, qui avait eu même des conséquences concrètes, puisque finalement les États-Unis avaient créé le War Refugee Board, le bureau des réfugiés, et d'après l'historien David Wiman, finalement cette décision a permis de sauver plusieurs dizaines de milliers de victimes de la Shoah, de victimes potentielles de la Shoah. Donc ce qui montre que, quelque part, je dirais, l'impératif catégorique de sauver les Juifs pendant la Shoah, et depuis l'impératif catégorique de ne pas laisser se reproduire des conditions d'une nouvelle Shoah, eh bien, je dirais, c'est un trait constant, en tout cas dans le mouvement sioniste révisionniste, et aujourd'hui dans leur héritier, qui sont les gouvernements de la droite israélienne. Et pour ajouter peut-être un point à ce qu'a dit Raphaël Géraudamy sur aujourd'hui le fait que l'israélien est perçu différemment du juif en diaspora, eh bien, depuis quelques années, on a même un concept qui décrit cette réalité nouvelle, c'est ce qu'on appelait l'israélisation du monde. Effectivement, maintenant que le monde occidental est confronté au même danger qu'Israël, quelque part, c'est plus facile de vendre la politique d'Israël du point de vue de la Hasbara, et ça devrait être plus facile en tout cas, mais quelque part, peut-être que nous, en Israël, on a tort d'être resté un petit peu bloqué sur des images du passé. On n'a peut-être pas saisi encore cette opportunité pour vendre notre politique, pour mieux défendre notre politique aux yeux des opinions publiques occidentales. Peut-être qu'il y a un décalage, parce que c'est vrai que souvent, les Français que vous rencontrez sont instinctivement, je dirais parfois, plus favorables qu'on ne pense à Israël, malgré le matraquage de leurs médias. C'est toujours une bonne surprise de constater quand vous rencontrez les Français de la France profonde, ce qu'on appelle encore la France profonde, et de ce point de vue-là, peut-être que le discours officiel d'Israël et la politique étrangère d'Israël n'ont peut-être pas pris la mesure de cette nouvelle réalité, et peut-être une autre erreur qu'ils commettent jusqu'à aujourd'hui, c'est d'emmener systématiquement les dirigeants étrangers visiter Yad Vashem comme première étape de tout voyage en Israël, ce qui, quelque part, je dirais, accrédite l'idée que l'État d'Israël serait construit en dédommagement ou en réparation pour la Shoah, ce qui évidemment est faux. Et de ce point de vue-là, on devrait peut-être emmener les dirigeants étrangers, sans doute à Yad Vashem, mais auparavant les emmener, par exemple, je ne sais pas, à Jérusalem, sur le mont du Temple. Oui, je crois que là, ça c'est un point extrêmement important. Alors, j'avais prévu, on va peut-être, voilà, de façon que je ne me perde pas, rester sur mon plan originel, mais j'aimerais justement qu'avant de terminer ce débat, vous exprimiez les uns et les autres votre opinion, votre analyse sur ce sujet, justement. Le rapport d'Israël à la Shoah et l'importance qu'elle représente dans la définition de la politique étrangère d'Israël, mais avant d'y arriver,
voilà, je reviens à mes moutons et je me tourne vers Meir Masri. On revient vers la région immédiate, Israël dans son environnement géographique proche. Israël, donc, qui se définit comme un État juif, même si c'est en tant que nation et pas en tant que religion, ça a évidemment une résonance particulière pour les États musulmans de la région. Qu'est-ce qui est déterminant pour eux, pour leur acceptation ou leur refus d'Israël, que ce soit l'État de la religion juive ou l'État de la nation juive, ou les deux? Très très bonne question. Alors, je vais vous dire, contrairement à une idée reçue, je pense que l'affirmation du caractère juif de l'État d'Israël est un facteur de légitimisation au sein du monde arabe et non le contraire. Et je vais vous dire pourquoi. Alors tout d'abord, je regrette beaucoup parce que on a vu que depuis ses origines, le mouvement sioniste s'est acharné à rappeler que les Juifs ont un État, mais que aussi cet État représente les Juifs dans le monde. Mais on peut voir aussi qu'au Moyen-Orient, le mouvement sioniste était un petit peu moins actif. Il n'a pas tellement cherché à expliquer cela au peuple du Moyen-Orient et à leurs représentants. Je pense notamment au premier président du bureau arabe du département politique de l'agence juive, Chaim Margaliot Kalbariski, très fameux pour une méthode que j'appelle la méthode Kalbariski, mais que lui-même appelait la politique de... comment on appelait ça? La politique d'échange de services. La politique d'échange de services qui consistait à... Aujourd'hui, ça paraît être très choquant, mais c'était la méthode employée auparavant, à payer, à soudoyer, disons, des responsables politiques ou médiatiques dans les pays arabes pour qu'ils donnent une image un peu moins négative des Juifs dans les médias, pour qu'ils soient un petit peu moins hostiles aux projets sionistes dans tel journal ou dans tel parti politique. Et cette politique a été très critiquée à l'époque par l'agence juive et finalement Kalbariski va être démis de ses fonctions pour deux raisons. La première, c'est qu'elle était extrêmement coûteuse parce qu'il fallait toujours payer. Et la deuxième, c'est qu'elle s'est avérée inefficace, puisqu'une fois qu'on a arrêté de verser ce type de salaire à ces personnalités, eh bien, c'est comme si on n'avait rien fait. Et malheureusement, cette méthode a accompagné le mouvement sioniste pendant longtemps, et il y avait toujours cette peur de vouloir trop mettre en avant l'identité juive, juive dans le sens national, mais juive quand même, du mouvement sioniste et de l'État d'Israël par la suite, que cela puisse nourrir une guerre de religion au Moyen-Orient. Donc il y avait toujours une gêne, une volonté de ne pas trop mettre en avant cela. Et malheureusement, moi je pense que c'était une erreur, et qu'au contraire, et pour deux raisons. La première raison, c'est que les groupes les plus hostiles à Israël au Moyen-Orient, c'est la première raison, les groupes les plus hostiles à Israël au Moyen-Orient cherchent toujours à déjudaïser Israël, à expliquer qu'Israël n'a rien à voir avec le monde juif. Tout simplement parce que la légitimité du peuple juif au Moyen-Orient est absolument indiscutable sur le plan arabe. La plupart des pays de la première ceinture, les pays avec des guerres des frontières avec Israël, l'Égypte, la Syrie, le Liban, l'Irak, ce sont des pays où des communautés juives ont une présence millénaire. Et même l'Arabie Saoudite, pays fondateur de la Ligue arabe, extrêmement hostile à Israël au départ, qui n'a pas connu une présence juive récente, mais il y a une présence juive ancienne, citée dans le Coran, citée dans la littérature islamique, et donc une certaine légitimité qui est difficilement contestable. Mais il y a toujours cette volonté de dire que l'État d'Israël a été créé par des athées, que les Ashkénazes, ce ne sont pas des vrais juifs, ce sont des Khazars convertis, que les vrais juifs en réalité qui sont légitimes, mais ce n'est pas vraiment ceux qui vivent aujourd'hui en Israël, ce sont soit les Palestiniens, qui sont des juifs convertis à l'islam, soit alors les juifs des pays arabes, etc. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, d'autre part, ceux les plus modérés aujourd'hui au Moyen-Orient, les voix les plus modérées, pour ne pas dire les plus pro-israéliennes, que l'on retrouve, notamment dans les médias du Golfe, de plus en plus, et encore une fois, je vous renvoie, je suis désolé, vers le site de Memri, parce qu'il y a de plus en plus d'entretiens qui ont été réalisés avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, mais aussi avec d'autres figures des monarchies du Golfe,
eh bien, l'accent est toujours mis sur la présence millénaire du peuple juif au Moyen-Orient pour légitimer l'État d'Israël. Et donc, contrairement aux idées reçues, au contraire, l'affirmation du caractère juif de l'État d'Israël est un facteur supplémentaire de légitimisation et non pas le contraire. Et puis enfin, une dernière remarque, dans le sillage de ce qui a été dit, sur les pages des réseaux sociaux en langue arabe, dirigées par le ministère des Affaires étrangères en Israël, malheureusement, là c'est une petite réserve que je me permets d'émettre, malheureusement, l'accent n'est pas mis sur le caractère juif dans le sens national en Israël, et souvent on voit des efforts de rapprochement interreligieux. Alors on va vous montrer par exemple un juif qui prie, un musulman qui prie, pour vous montrer que le judaïsme et l'islam sont des religions très proches. Et je ne pense pas que ce soit l'essentiel. Je pense que ceux qui font le pas vers le rapprochement avec Israël sont les plus laïques, et donc cette question de rapprochement interreligieux les intéresserait très peu, et que l'accent devrait être mis, à mon sens, sur le caractère national, juif mais national en Israël, et d'expliquer que les Juifs sont un peuple, les Juifs sont considérés en Israël comme un peuple, comme un groupe national, et non pas comme une simple religion, que juif ça équivaut à arabe et non pas à musulman, plutôt que de chercher à faire du dialogue interreligieux. Eh bien alors, Sigal, voilà, je vais vous renvoyer la question. Est-ce qu'il faut insister sur le caractère national de l'État d'Israël pour parler à nos voisins? Oui, je crois que le fait qu'Israël soit un État-nation, il va de soi, mais il va beaucoup mieux en le disant. C'est quelque chose qu'il faut dire. Il ne faut pas trop insister là-dessus, parce qu'on a d'autres choses à dire aussi, il n'y a pas que ça. Mais il faut être très clair sur ce principe de base, et il faut pouvoir insister et revenir sur ce principe de base dans chaque discours et dans chaque message. Ça fait partie évidemment du combat pour la légitimité, un combat qui n'a pas encore été gagné. Il ne faut pas oublier non plus que la légitimité, c'est le regard des autres, le regard d'autrui. Ce n'est pas ce que nous disons de nous-mêmes. La légitimité, c'est dans les yeux de celui qui nous regarde. Et c'est ça qui est difficile à cerner. Comment vais-je pouvoir influencer la manière dont quelqu'un d'autre me voit? Je peux dire tout ce que j'ai envie de dire de moi-même. C'est très bien, j'ai une bonne opinion de moi-même. Ça nous fait une belle jambe. Ça n'intéresse personne, l'opinion que j'ai de moi-même. Je veux former l'opinion de quelqu'un d'autre qui, au départ, n'est peut-être pas très favorable à ma personne. Et c'est là le truc. Alors, je suis d'accord sur un point avec Pierre Lursa, faire venir automatiquement toutes les personnalités étrangères à Yad Vashem pour commencer leur visite, c'est une très mauvaise idée, mais essayez seulement de suggérer de passer outre Yad Vashem et vous vous ferez lyncher par la gauche et la droite. Et j'en sais quelque chose parce que je me suis aventuré à le suggérer très poliment au sein du ministère des Affaires étrangères, et c'est à peine si on m'a pas donné un coup de pied dans le derrière. De manière très diplomatique quand même, parce qu'on était entre diplomates. Sans aucun lien de causalité avec votre changement de casquette vers l'agence juive? Non, aucun. Et puis, donc, le caractère national de l'État d'Israël, il doit être, c'est un principe, il doit être imbu dans les messages. Il ne faut pas trop le dire. Il y a des choses qui doivent être impliquées entre les lignes. On ne va pas dire une personne qui est une personne qui se croit une personne morale ne va pas dire je suis moral, je ne suis pas un voleur. À force d'insister sur le fait de ne pas être un voleur, d'être une personne morale, il va finir par susciter quelques soupçons quand même chez les plus crédules dans l'opinion, n'est-ce pas? Donc il faut arrêter d'insister, de dire des choses qui vont de soi, et il faut que les choses soient incluses dans le discours général. Et donc, un des problèmes majeurs de la SBARA, de la communication israélienne à tous les plans, ça a toujours été celui d'abord de ne pas prendre en compte le regard d'autrui,
de m'expliquer moi-même à moi-même, de nous expliquer à nous-mêmes, de nous parler entre nous, même quand nous parlons vis-à-vis de l'étranger, et puis de trop insister sur ce qui doit être impliqué. C'est-à-dire de dire qu'Israël est un pays moral, Israël est une démocratie. Oui, mais mon expérience diplomatique me montre que les seules républiques qui avaient insisté publiquement sur le fait d'être démocratiques ne l'étaient pas. La République démocratique de l'Allemagne, n'est-ce pas, ou la République démocratique de la Corée du Nord, ou encore quelques autres qui se disent... Comment ? Le Congo démocratique. Le Congo démocratique, et pour ne rien dire, des républiques populaires et démocratiques. Ils ne sont pas seulement démocratiques, ils sont également très très populaires. À notre décharge, ça figure dans notre propos, mais pas dans notre appellation. Nous Voilà, d'être l'État exactement. d'Israël. Au moins, ça ne figure pas dans notre appellation, parce que si nous étions l'État démocratique d'Israël, ça aurait quand même donné quelques soupçons. Bon. Mais dans le message que nous essayons de renvoyer à l'étranger, il faut arrêter de se justifier, il faut dire les choses comme elles sont, et entre les lignes, de manière intelligente, il faut que les choses soient claires à propos de la démocratie, de la liberté de l'État d'Israël. Voilà. Alors dans ce cas-là, quand on parle de normalisation, Raphaël Jérusalemi, est-ce qu'en fait on veut parler d'État normal? Est-ce que c'est peut-être en gommant les aspérités ou les différences C'est une très bonne question, parce que je pense qu'une des plus grosses bêtises, il en a dit quelques-unes que Ben Gurion a dit. Je dis des bêtises parce que ce sont des choses qui ont été faites au début de l'État d'Israël, qui ont posé les racines de tous les problèmes que connaît aujourd'hui la société israélienne. Une des choses qu'il avait dit, c'est qu'il a fait des bonnes choses, hein, bien sûr, on ne va pas dire que non. Il mérite quand même une nom d'avenue ou deux, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont problématiques. Une des choses, c'était effectivement de rêver d'être un jour un pays comme les autres. Alors, si Israël doit être un pays comme les autres, moi je veux bien aller m'installer demain au Canada aussi. Je ne vois pas la raison pour laquelle je m'obstinerais à être juif et israélien si je dois être un pays comme les autres. Avec tout le respect pour les autres pays, surtout les pays qui défendent effectivement, comme la France par exemple, les valeurs républicaines, les valeurs du siècle des Lumières, de Diderot, bien sûr, l'abolition de l'esclavage, etc. Mais être un pays comme les autres, certainement pas. Ça, c'est déjà une légitimité, c'est-à-dire nous ne sommes pas venus ici pour faire comme tout le monde, on est venus ici pour faire quelque chose justement d'unique, qui est notre judaïsme, qui est le pays des Juifs. Le pays juif, c'est unique, c'est une aventure unique, ça ne se peut pas se comparer à un État-nation traditionnel, à un État religieux traditionnel, il n'y a pas d'équivalent, tant mieux ou tant pis, ça j'en sais rien, ça nous a coûté assez cher dans une longue histoire, mais c'est comme ça. Alors, pour rebondir sur la Shoah et la visite à Yad Vashem, alors puisqu'on est en débat, donc je m'oppose catégoriquement à penser qu'on pourrait visiter avant soit le monde du temple. D'abord, ne vous inquiétez pas, tous les chefs d'État qui viennent à Jérusalem, on les emmène ici, on les emmène là, eux ils attendent l'heure du cocktail le soir, dîner, donc c'est avec l'air conditionné au King David. Mais admettons, c'est certain qu'on doit commencer par la Shoah. C'est certain que la Shoah, comme je l'ai dit au début, sur le plan de ce qui est juif en nous, transcende tout. On passe, c'est quelque chose qui est par-delà l'histoire, par-delà la politique, par-delà la diplomatie, par-delà les bonnes manières, peu importe. C'est la baffe qu'on doit donner tout de suite quand on arrive en Israël. On doit recevoir la baffe de la Shoah. Quitte ensuite à vous montrer que la Shoah, c'est effectivement pas la raison d'Israël, c'est effectivement pas le plus important, mais le musée de Yad Vashem est fait comme ça, et si on le visite d'une façon cohérente et intelligente, le musée de Yad Vashem se termine sur une vue des Jérusalem, la Jérusalem moderne, lorsqu'on sort des bâtiments sombres, par exemple le mémorial des enfants, tout ce qu'on voit, c'est effectivement les arbres plantés, le soleil et la ville de Jérusalem reconstruite. Le temple n'est toujours pas reconstruit, mais le pays est là. Et donc, je pense que notre devoir à nous, car ce qui est important en fin de compte, avec tout le respect pour la politique étrangère, les nations extérieures, c'est quand même important pour nous, c'est nous par rapport à nous. Et donc, l'Israélien, il y a une chose qui est certaine, sinon ça aussi, ça ne vaut pas le coup, doit être beaucoup plus exigeant envers lui-même que ne le sont
même les autres à l'extérieur. Nous devons être extrêmement exigeants par rapport à nous-mêmes, et une des exigences que nous devons avoir par rapport à nous-mêmes, c'est effectivement ce devoir de mémoire qui doit passer avant tout, car les 6 millions ne sont eux pas là pour se rappeler à notre souvenir. C'est notre devoir à nous de le perpétuer, et je pense que c'est le plus grand hommage qui est rendu à notre judaïsme et à notre peuple, c'est de n'avoir aucun problème à mettre la Shoah en avant, même si ça peut être contre-productif sur le plan de Hasbara ou compréhension de qui nous sommes. C'est sûr que ça induit en erreur, c'est sûr que mettre notre souffrance en avant, ça peut être une blague à la Woody Allen, tout est possible, mais on s'en fiche. Oui, mais parce que la Shoah, c'est la Shoah, on ne peut que s'incliner et on ne peut que faire fi de tout autre calcul et avoir ce devoir de mémoire. Et à mon avis, donc, pour le débat, moi je suis pour commencer par la visite de la Shoah. Est-ce que vous ne pensez pas que ça nous bloque d'une certaine manière dans une trajectoire victimaire qui ne devrait pas nécessairement être la nôtre? Le fait d'aborder la réalité d'Israël par la Shoah. Vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, le projet sioniste date de bien avant, la question ne se pose pas. Mais cette conception, aujourd'hui, qui est la conception dominante, de tout de suite faire le lien entre Israël et la Shoah, quelque part, on fixe aussi les Israéliens dans une posture victimaire qui n'était pas à la leur, qui ne voulait pas être il n'y la a leur. rien de victimaire dans ça, c'est au contraire une fierté d'être ce qui a survécu à cette Shoah. Je pense qu'Israël aujourd'hui, le jeune Israélien, ils ne se sent pas du tout... il est déjà beaucoup plus loin que nous dans les jeunes générations de cette histoire de la Shoah. Pour lui, c'est assez lointain. Et je ne vois pas qu'il se sent comme une victime ou un descendant de victime. Lui, il a cette fierté-là d'être justement ce qui survit, ce qui est l'avenir, ce qui va de l'avant. Et ce qui est extraordinaire dans la Shoah, c'est justement qu'on n'y est pas passé. Je ne vois pas ce qu'il y a de victimaire, c'est juste au contraire, c'est une immense victoire sur l'histoire. De même, la destruction du temple est une immense tragédie, mais le peuple juif et le judaïsme ont survécu même à la destruction du temple. Et on a continué, on a écrit le Talmud, alors qu'il n'y avait plus de temple et qu'on était tous dispersés. Et quand on parle de l'État-nation, Louis XI, par exemple, lorsqu'il a, et les Médicis en Italie, à l'époque, lorsqu'ils ont créé les premiers États-nations en Europe, ce qui les a inspirés, c'était les Juifs, parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment se fait-il que ce peuple qui était complètement dispersé, il y en avait partout, et opprimé, tenait la route et restait un seul peuple. Ils ont découvert ce que c'était. C'était une langue commune et la Torah. Et donc, de ce fait, ils ont créé, Louis XI en premier, donc il a institué le français comme langue nationale. Tant pis si les Bourbons et les Savoyards ne comprennent pas le français, c'était la langue nationale. Et il a créé la poste-lettre et les belles lettres. L'expression les belles lettres vient de Louis XI. Donc les belles lettres, c'est-à-dire ce lien national. Son poète, c'était François Villon, un poète national. Il a compris comment ça marchait. Et nous étions donc un État-nation, lorsqu'on n'avait même pas de territoire, nous étions un peuple cohérent, soudé, avec en plus tous les débats à la juive qui nous ont animés pendant des siècles et qu'on retrouve à partir du Talmud et ensuite, mais peu importe. Donc d'où le débat sur la Shoah, dont je dis et répète, il n'y a rien de victimaire là-dedans, c'est au contraire une immense victoire contre l'histoire. Nous avons survécu à la Shoah, mais nous ne devons pas avoir de complexe par rapport à ce côté victimaire, aucun complexe. Nous avons souffert, nous avons payé le prix, un prix très fort, mais surtout nous avons un devoir par rapport aux vraies victimes de la Shoah, à ceux qui sont morts. Nous avons ce devoir, quoi qu'il arrive, indépendamment de nos intérêts et de ce que nous pouvons penser de notre avenir, notre belle image par rapport au reste du monde. Bravo. Bravo.